Voilà, bonjour sur Radio Fréquence Atlantique. Vous savez que vous pouvez les écouter sur les ondes 88.3, 93.6, 105.9 sur Internet, mais également que vous pouvez suivre la première partie sur Facebook en direct, à savoir commentaires sur l'actualité internationale, déconstruction, informations sur le pays, et puis une deuxième partie à laquelle nous convions sur les ondes en téléphonant 03 14 03, vous pouvez donc participer aux échanges. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons avoir 2 points d'actualité et un point de déconstruction que nous commençons dans quelques secondes. Voilà, alors, pour l'actualité, nous allons nous arrêter sur l'augmentation des livraisons d'armes à l'Ukraine. Et ensuite, nous allons faire des commentaires concernant la conférence donnée par Joe Biden après de nouvelles fusillades qui ont touché les États-Unis, après celle dont nous avons parlé dimanche dernier. Et donc, une conférence dans laquelle il s'adressait au peuple des États-Unis et avec la volonté de faire pression sur les élus républicains. Voilà pour l'actualité. Et puis, concernant la partie déconstruction, nous allons voir les dessous du jubilé d'Élisabeth II en Grande-Bretagne. Donc, tout de suite, nous allons commencer avec l'augmentation des livraisons d'armes à l'Ukraine. Évidemment, on sait qu'on avait déjà dit l'intensité des apports financiers et militaires faits par les États-Unis, puisque c'est eux qui sont les principaux commanditaires de la guerre, et puis l'Union européenne qui rentre, certains pays avec plus de réticence que d'autres, mais l'Union européenne augmente quand même son aide de 500 millions d'euros pour le gouvernement ukrainien. 500 millions d'euros, et ça se traduit par l'arrivée d'armes de plus en plus sophistiquées, des camions de pièces d'artillerie de longue portée, pour essayer de freiner l'offensive de Moscou, de la Russie dans le Donbass. Et Paris envoie des engins ultra modernes, des camions, des automoteurs, des canons César, etc. Donc, c'est ce débordement de soutien militaire qui coûte énormément cher aux États. On l'explique dans la propagande par un devoir d'humanité. Il y a toute la propagande quotidienne qui nous montre comment le peuple ukrainien souffre à cause du méchant dictateur Poutine et qu'il faut absolument les aider parce que quand il aura fini ce crime-là, il va s'attaquer aux autres et puis c'est des armes nucléaires qui pourront être utilisées contre Paris. Donc il y a toute une dramatisation. Chaque fois que je parle de cela, je précise que nous ne remettons pas en cause l'injustice, le refus que nous devons exprimer quand l'armée russe bombarde des villes et que le peuple ukrainien subit les assauts de l'armée russe. Et nous disons qu'il ne faut pas nier l'atrocité de ce fait-là, mais nous expliquons que cette atrocité liée à la guerre existe dans toutes les guerres et que cette guerre qui est en train de se faire n'est pas simplement une invasion de la Russie en Ukraine, c'est un affrontement entre des blocs impérialistes rivaux qui se préparent et qui a pris le peuple ukrainien comme le peuple russe en otage pour pouvoir déclencher un conflit beaucoup plus large. Et d'ailleurs, on n'a qu'à se demander tout simplement pourquoi c'est l'Ukraine seulement qui est tellement mise sous les feux d'actualité, qui est aidée. Les Palestiniens qui sont tués, assassinés, massacrés, semaine après semaine depuis 70 ans, on se contente d'appeler à la retenue, mais aucun dirigeant d'Israël n'est criminalisé, aucune sanction n'est prise contre l'État agresseur d'Israël. Dans le reste du monde, il y a des évasions turques contre une partie de la Syrie. Il y a des exactions en Birmanie encore là. On annonce qu'on va exécuter des opposants
à la jeune militaire birmane, il n'y a pas de même tollé et il n'y a pas d'envoi d'armes pour aider à ceux qui sont agressés et à ce qu'ils puissent résister. Donc, c'est un prétexte qui cache une guerre américaine de l'OTAN qui prend les peuples en otage, mais qui entraîne les vassaux, les valets européens dans le sillage. Les 800 millions, pardon, les 500 millions que l'Union européenne envoie à l'armée de Zelensky, eh bien, ils auraient dû être utilisés pour donner des respirateurs aux victimes du Covid. Quand on disait que c'était trop cher, on n'a pas d'argent, on laissait des gens mourir, on assassinait des gens. Donc, c'est un prétexte. Il nous faut comprendre que cette guerre se prépare depuis longtemps et que, justement, derrière les prétextes, on doit comprendre que ce conflit mondial se prépare depuis longtemps. Le dernier rapport de CIPRI, alors c'est un organisme de Stockholm qui fait des travaux pour la paix, et la recherche pour la paix et contre les conflits militaires. International Peace Research Institute of Stockholm. Donc, il nous publie un rapport concernant les dépenses militaires en 2021. Elles ont grimpé de 7%. Et ça fait 7 ans qu'elles grimpent régulièrement. Il y a une centaine de jours que la guerre en Ukraine a commencé, que l'invasion a commencé en Ukraine. Et ça fait 7 ans que les sommes augmentent. Et en 2021, elles ont atteint 2113 milliards de dollars, donc passant le record de 2000 milliards de dollars, dans les dépenses militaires au niveau mondial. Alors, évidemment, les pays qui ont le plus dépensé en armement, en tête, c'est les États-Unis, avec 801 milliards de dollars. La Chine vient après, en second, mais loin derrière, avec 293 milliards de dollars. L'Inde, 76 milliards. Le Royaume-Uni, 68 milliards. La Russie, 65 milliards. Pardon, la Russie, 65 milliards, 9. Et donc, on voit bien que ce sont les États-Unis qui s'arment le plus massivement et ce sont les principaux dangers pour la paix mondiale. C'est d'ailleurs eux qui ont commandité la guerre qui se fait en Russie en provoquant les Russes avec l'installation de bases agressives de l'OTAN dans tout son pourtour. Alors, la réponse de Poutine, évidemment, rentre dans l'engrenage, rentre dans le piège, on pourrait dire, et n'est pas une solution, mais ça doit nous montrer que nous ne devons pas nous laisser piéger par le parti pris développé par la presse occidentale pour voir que la résolution est ailleurs. Et le deuxième point d'actualité va nous permettre de préciser cela, de confirmer cela, pour nous montrer qui a vraiment le pouvoir et comment vraiment empêcher que des conflits, que des agressions ne se fassent. Alors là, il s'agit de la guerre larvée qui existe sur le sol des États-Unis. Dimanche dernier, nous avons appelé le nombre de fusillades, notamment qui touchent les élèves, les collèges, les écoles primaires, mais pas seulement. Cette semaine, il y a eu un hôpital qui a été touché. Nous avions parlé de ça. Et la pression du peuple américain fait que le président Biden a fait une conférence pour essayer de dire, ouais, voilà, nous ne pouvons pas attendre plus longtemps et essayer de faire pression sur le camp républicain qui empêche qu'on modifie la législation concernant la vente d'armes aux États-Unis. Donc, dans cette conférence-là, ce qu'on voit, d'une part, c'est l'impuissance du président de la plus grande puissance, son impuissance vis-à-vis du lobby de l'armement. D'ailleurs, quand il dit qu'il faut changer, il faut prendre des précautions, ce qu'il propose est loin de mettre réponse à ce problème-là, puisque ce qu'il demande, c'est que, alors, je vais citer, nous devons au moins relever l'âge légal minimum pour se procurer de telles armes, des armes de guerre, etc. On va passer de 18 à 21 ans
hein, c'est ce qu'il propose. Il demande l'interdiction des chargeurs à grande capacité. Donc, il faut tuer un petit peu moins. Le renforcement des vérifications des antécédents judiciaires ou psychologiques des potentiels acheteurs et le vote d'un texte obligeant des particuliers à garder leurs armes scellées sous clé chez eux. Donc, ce sont des mesurettes qui ne changent absolument pas le fond du problème parce que Joe Biden ne peut pas s'attaquer au lobby des armements. Alors, on nous dit, c'est clair, tous les juristes le disent, que même si ils arrivaient à faire une proposition de loi qui aurait la majorité parce qu'il aurait convaincu quelques élus républicains, il n'y a aucune sorte de chance pour que la Cour suprême, en dernière analyse, on accepte de telles lois sans le lobby des armements est puissant. Alors, le lobby des armements, c'est la NRA, National Rifle Arm. Elle finance les élus des élections. La plupart des républicains arrivent grâce à l'argent de la NRA ou tout simplement parce que les candidats qui sont des milliardaires ont des investissements, des intérêts directement au-delà de lobby dans les industries d'armement. Donc, il n'y a pas de chance qu'on puisse, par la loi, et changer quelque chose à quoi que ce soit à cause du pouvoir des lobbies. On a parlé de cela pour le crime intérieur, les fusillades, mais cela prévoit aussi pour les guerres, ce qui se passe en Ukraine et tout, les ventes d'armes dans le monde, la livraison d'armes au cartel de la drogue, etc. Eh bien, on ne peut pas lutter contre ça, parce que là aussi, les lobbies de l'armement états-unien, c'est eux qui contrôlent en fait les institutions. Alors, nous insistons sur cette affaire-là pour que nous comprenions comment modifier des réalités qui sont si prégnantes, si déterminantes dans la vie des sociétés. Puisque le système parlementaire, les institutions, même les compétences dont dispose le chef de l'exécutif états-unien ne peuvent pas s'opposer au pouvoir des lobbies. Il s'agit bien de comprendre que c'est le système capitaliste, la domination des multinationales globales qu'il faut remettre en cause. C'est ça qui est important. Et il est important de le penser, notamment dans cette période où on renouvelle les illusions avec les élections législatives qui se profilent pour la semaine prochaine. On veut, alors, vous avez des kyrielles de gens qui viennent vous dire, oui, ça ne va pas, l'écologie, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Votez pour moi, je vais. Regardons autour de nous, vraiment, sans dénigrer la personne, les personnes en question. Mais par exemple, en Martinique, nous avons 50-50. Regardez vraiment la liste des 50-50. Combien d'entre eux ont des réseaux d'organisations populaires capables de faire pression sur le gouvernement? Combien d'entre eux ont déjà montré dans leur vie qu'ils connaissent quoi que ce soit au processus législatif, qu'ils pourront se faire entendre par les partis politiques français, tous ceux qui ont des chances d'accéder au pouvoir restent des partis qui sont centralisateurs, y compris à l'extrême gauche. Pensez au Parti socialiste, pensez aux déclarations de Jean-Luc Mélenchon sur la grandeur de la France. Non, les 55 candidats, quel poids risquent-ils d'avoir un jour pour réaliser ce qu'ils promettent de faire? Et ils le savent, ils ne vont pas le faire. Donc ça nous pose un problème. Est-ce que c'est cette voie-là qui va nous permettre de mettre fin aux violences qui ne sont pas encore au niveau des États-Unis, mais qui partent dans cette direction-là, ou dans les écoles où on assassine notre jeune? Donc,
il faut comprendre que c'est le système qui doit être mis en cause. Et remettre le système en cause, ça veut dire organiser sur des bases alternatives de façon à se combattre. Alors évidemment, nous disons que cela ne fait pas de nous des défenseurs des thèses obscurantistes qui disent que tous les élus sont pourris, il faut jamais à aucun moment regarder des élections. Ce sont des thèses qui ne sont pas réalistes, qui n'ont jamais montré leur validité à l'échelle humaine. Mais il s'agit de dire que les Martiniquais doivent comprendre les phénomènes, les étudier, discuter, s'organiser sur le terrain pour mener des offensives contre le pouvoir colonial, contre les castes dominantes et utiliser tous les moyens nécessaires pour cela. S'ils sont suffisamment organisés et qu'ils contrôlent des gens qu'ils peuvent envoyer dans des élections pour faire entendre leur voix, ce serait vraiment inconséquent de ne pas utiliser ce front-là. Bon, on ne va pas être plus long, mais je voulais faire le parallèle par rapport à la conversation, à la conférence de Biden, pour montrer que les vrais enjeux, ce n'est pas celui qui est au pouvoir, ce qu'il dit, ce qu'il promet, c'est la façon dont la société est organisée au détriment des populations et la nécessité de s'organiser de façon alternative pour pouvoir combattre cette société folâtée, ce système-là. Donc, c'était les commentaires que je voulais faire à partir de 2 points d'actualité. Et je voulais parler de déconstruction avec le jubilé d'Élisabeth II. Là, nous voyons que à l'échelle internationale, tous les médias concentrent toutes les opinions sur l'anniversaire des 70 ans de règne d'Élisabeth II, la bonne reine gentille qui sourit, qui a son petit chapeau assez particulier, etc. Montre des défilés de carrosses, des lambées, patati, patata. La terre entière célèbre ce jubilé. Alors, cela rentre dans la lignée des empires médiatiques occidentaux qui programment événement après événement des concentrations à l'intention de toute l'humanité pour qu'on ne pense qu'à ça. Ça passe par les Jeux olympiques, ça passe par l'incendie de Notre-Dame de Paris, ça passe par l'Eurovision. Ça veut dire qu'il y a toujours, mois après mois, des éléments qui sont faits pour capter l'attention de tous. Et on voit, c'est beau, il y a un défilé, concours de Miss Univers, etc. Donc, on est focalisé sur ça et ça permet d'oublier toutes les questions fondamentales, de ne pas réfléchir à ce qui est notre vie. Par exemple, là, avec le jubilé, on aura 3 jours où on ne va pas parler du scandale de la vie chère, de l'assassinat, du vol qui se pratique à l'échelle pour tuer la santé, faire que nos parents ne soient pas soignés. Notre vie, la mort de nos proches, notre possibilité de nourrir notre famille, tout ça. Nous, on rouspète un petit peu sur le chemin en passant, mais les médias sèment leur chloroforme et empêchent qu'on s'organise, qu'on débatte et qu'on s'organise pour dire de dépasser Paris. Donc, le jubilé a déjà ce rôle-là. Au-delà de ça, il y a des messages idéologiques profonds, les conditionnements idéologiques profonds qui sont développés à travers les événements qu'ils choisissent de mettre en avant. La première chose, c'est le culte de la personnalité. Élisabeth, la reine, Yoka Van Thibault, peu importe que, avec sa photo partout. Élisabeth, elle est gentille. Quand elle était petite, elle faisait c'est le culte de la personnalité. Mais jamais le mot n'est employé et la notion même de culte de la personnalité n'apparaît. Quand
Fidel Castro qui a libéré son pays de la dictature de Batista et ovationné, aimé par son peuple, on dénonce ces criminels staliniens, communistes, hein, le culte de la personnalité. Mais quand c'est la reine d'Angleterre, ce n'est pas le culte de la personnalité, hein, c'est le symbole de l'unité du peuple. Comme si Castro n'était pas le symbole de l'unité. Il y a déjà une première manipulation. Donc, on pratique le culte de la personnalité, mais pour les gens qui représentent l'idéologie occidentale, les autres n'ont pas le droit de le faire. Les autres, c'est anormal, c'est amoral, c'est antidémocratique. Mais là, c'est bien ça. Il faut faire le culte de la personnalité de la. Mais au-delà de la personnalité de la, son entourage, la monarchie, la conception de la monarchie. Remarquez que dans les reportages, on passe des minutes et des minutes à parler du petit-fils qui a fait des grimaces au balcon. Il a volé la vedette au prince William. Bref. Donc, cette caste dont il faut regarder la couleur des vêtements, les grimaces des enfants, voilà, c'est ça. Et cette idée monarchique-là, on l'a fait sur le dos de la reine d'Angleterre, mais c'est pour préparer l'acceptation dans les pseudo-démocraties, dans les pseudo-républiques occidentales, puisque de plus en plus, les présidents, etc., deviennent des monarques aussi, avec l'apparat tout autour. On parle de la First Lady, on parle du First Dog de Obama, le First Dog des États-Unis. Donc, ce qu'on a préparé dans le conditionnement de la reine d'Angleterre, ça s'accompagne de l'extension à tout ce qui est chef d'État occidental et capitaliste, etc. Mais c'est insidieux, ça s'écouste dans les consciences. Et puis là, le roi, le monarque Macron peut dire tout à fait officiellement, je vais mettre les mathématiques comme option. On est en démocratie, on est en république. Mais les journalistes, sans aucune sorte de problème, disent le président Macron a décidé de mettre, on va mettre les mathématiques en. Le fait qu'il y ait une offensive pour saboter le niveau d'instruction, pour affaiblir le poids des mathématiques dans l'enseignement, parce que les mathématiques permettent de comprendre l'économie, la science, etc., donc d'infantiliser et d'abrutir les populations, tout cela passe comme lettre à la poste, mais c'est Macron a dit et on ne remet pas en cause. Donc on a une extension de la monarchisation. C'est à ce que ça sert. Symbole de la cohésion nationale, tu parles. Mais est-ce que il y a cohésion nationale qui puisse être symbolisée par la reine, alors que la monarchie, chers républicains, les Français qui payaient des billets pour aller voir le jubilé, est-ce que dans notre nous ne voyons pas ce scandale que constitue le fait que la monarchie sanctionne le fait qu'ils sont purs, supérieurs aux autres, qui est le droit d'hérédité, qui est le droit de recevoir des millions sur les fonds des contribuables et de Grande-Bretagne, et parce qu'il y a des monarchies dans toute l'Europe, hein, Suède, Pays-Bas, etc., Hollande. C'est une insulte à la conscience humaine. Des gens qui disent, héréditairement, mon sang est pur, je suis une classe supérieure, j'ai le droit d'avoir de l'argent sur l'argent des contribuables. Dans un pays où les services publics sont détruits, où il y a des clochards, où des gens meurent de faim, où l'État dit, je ne peux pas m'occuper de la santé du peuple parce que il y a des contradictions, des restrictions budgétaires. Donc, tout ça, l'apparat fait accepter qu'il y ait riches et pauvres, oppresseurs et ajoutons
que dans le cas de la Grande-Bretagne, certains journalistes l'ont dit sans en tirer les conséquences, c'est l'illusion de la domination occidentale sur le monde. C'est l'Empire britannique qui ne voyait jamais le soleil se coucher, l'Inde, etc. C'est l'Empire britannique. On ne pose pas le fait que la reine d'Angleterre est reine du Commonwealth et que toutes les anciennes colonies britanniques l'ont comme chef d'État, ce qui est une injure au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et ce n'est que maintenant que les gens commencent à se rebeller, puisque la Barbade, vive la Barbade, glorifions la Barbade qui est redevenue république, l'Australie, avec le nouveau gouvernement qui a nommé un ministre responsable des affaires républicaines pour préparer la rupture avec la monarchie britannique. Ça n'intéresse pas les médias de poser le problème de l'existence de chef d'État Élisabeth II sur les anciennes colonies. Oh, mais c'est les traditions. Comment est-on si violent concernant les traditions des autres peuples? Ah, tradition ou pas, la République n'admet pas que cette dame-là veuille mettre son voile. Elle doit être punie, elle doit être chassée, elle ne doit pas aller encore en visite avec ses enfants. Ah, tradition ou pas? Non. Oui, mais la reine, c'est la tradition, la dictature, c'est la tradition. OK. Donc, il faut bien comprendre que derrière ce travail qui est fait, il y a une préparation psychologique, un engourdissement de la pensée, mais une préparation psychologique à accepter les divisions de classe. Et l'opinion, ça nous permet de comprendre l'opinion et les comportements sociaux qui sont le résultat de ce conditionnement. Quand des milliers de Britanniques viennent dire, ouais, la reine, je veux la voir, il paraît que j'amène mes enfants voir ça, etc. Cette personne-là le fait parce qu'elle a été conditionnée. Mais ce n'est pas normal. Nous, de l'extérieur, ne pouvons pas juger, dire, non, vous n'avez pas ça à faire. Mais on n'accepte pas non plus qu'on vienne dire à d'autres peuples, ne faites pas ci, ne faites pas ça, même si c'est votre culture, parce que ça ne correspond pas à nos principes républicains bourgeois. Donc, il y a à réfléchir sur tout cela. Il y a une autre chose que je voulais signaler. On fait 70 ans de règne. Ah, on est content. Et on est prêt à pendre des gens parce qu'ils veulent se présenter à une élection plus de 2 fois. Le drame, c'est il ne faut pas plus de 2 mandats. Quand au Venezuela, qui avait adopté cette loi des deux mandats, la population a fait un référendum pour dire non, on veut conserver Chavez. On est d'accord, c'est un bon président, cette histoire de 2 mandats, on n'est pas d'accord. On veut pouvoir choisir s'il reste, il reste. On a dit qu'il veut être président. On a dit que c'est synonyme de dictature. On se bat. À l'époque, nous avions dit, mais quittez le peuple-là, dit ça il est par voie de référendum. Non, c'était des criminels. Par contre, vive la reine qui a plus de 70 ans de règne. Ça nous pose la question de l'aliénation vis-à-vis des langages, des propositions de l'Occident, qui se cachent derrière des beaux principes. Quand ils vous disent 2 mandats, mais 2 mandats pour un même individu, mais c'est toujours le copain, c'est le système qui reste au pouvoir. Donc, cette histoire devrait nous faire comprendre qu'au-delà des affirmations politiciennes théoriques, nous devons conserver un libre arbitre pour réfléchir à la réalité des rapports politiques, à la réalité des pouvoirs. Hein? On l'a dit pour Joe Biden. Ce qui nous intéresse ici, c'est de dire que la République bourgeoise, c'est une fausse république. Elle ne donne pas la parole au peuple. D'ailleurs, on a bien constaté que quand la bourgeoisie
a mené ses révolutions contre les monarchies, une fois qu'elle est arrivée au pouvoir, elle s'est empressée de faire en sorte que les privilèges qu'avaient les aristocrates viennent entre leurs mains et que les couches populaires restent sous la férule de la police, de la justice, de l'exploitation économique. Donc, les termes qui sont accolés au régime ne signifient pas exactement quelles sont les classes qui dirigent la société, quels sont les intérêts qui sont respectés par les gouvernements, quel que soit le visage qu'ils offrent. Et je ne vais pas être plus long, je veux dire que concernant le jubilé d'Élisabeth II, si nous avons des préoccupations à avoir aujourd'hui, ce n'est certainement pas les sourires d'Élisabeth II. Longue vie à elle. Nous ne souhaitons pas ça, bon, elle a 96 ans, quoi. Ce n'est pas notre problème. Longue vie à elle. Mais c'est l'instrumentalisation. Nous ne devons pas accepter l'instrumentalisation par les empires médiatiques pour empêcher qu'on ne réfléchisse aux vrais problèmes. Et surtout, nous devons comprendre que le régime monarchique, tel qu'il est en Angleterre, c'est une plaie pour l'humanité et qu'il nous faut combattre. Sans le régime monarchique ouvert des républiques des États-Unis, de la Grande-Bretagne, que les républiques monarchiques hypocrites qui règnent en Europe, comme en France, pour voir que la démocratie, c'est autre chose. C'est ailleurs qu'il nous faut trouver des formes d'organisation, des formes de relations entre peuples pour que nous puissions décider de ce qui est valable pour nous. Mais voilà ce que je voulais développer aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.